Dans une maison nommée la Maison Pain d'épices, le 4 août 1892, le corps d'un homme et d'une femme sont retrouvés morts et à côté d'eux se trouve une hache. Une jeune femme nommée Lizzie Borden serait accusée d'avoir assassiné ces deux personnes qui n'étaient d'autres que son père et sa belle-mère. Est-ce que c'est elle la vraie coupable? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépendait de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc je vous invite à vous installer confortablement parce que je pense que ça va être une vidéo true crime plutôt longue aujourd'hui. Donc ce mois-ci, vous savez quel mois on est, je suppose. On est en octobre et du coup en octobre il y a Halloween. Donc j'ai un petit projet spécial pour ce mois-ci, c'est de faire une vidéo true crime par semaine, donc de prendre une affaire et de la traiter une par semaine. Il n'y aura pas que ça, j'ai aussi d'autres projets, donc voilà, c'est pour faire plaisir aux personnes qui me suivent aussi pour les vidéos true crime. Voilà, pour ceux qui me suivent surtout pour les vlogs etc, bah désolé, il n'y en aura pas trop ce mois-ci, mais rendez-vous en novembre. Voilà, je vais vraiment traiter de plein d'histoires différentes, donc je pense que ça peut plaire à peu près tout le monde. Voilà, donc j'espère que vous passerez un bon mois rempli de frissons, et puis sur ce, bah bon visionnage. Lizzie Borden est une américaine née le 19 juillet 1860. Elle est la deuxième fille d'un homme d'affaires assez aisé nommé Andrew Jackson Borden. Sa mère se nomme Sarah Borden. Le père de Lizzie, Andrew, se remarie en 1865 avec Abby Duffy Gray, 3 ans après le décès de sa première femme, soit donc la mère de Lizzie et de sa sœur aînée Emma. Suite à ça, l'atmosphère du foyer se refroidit. La famille commence à manger séparément et les filles s'éloignent petit à petit de leur père. La fortune d'Andrew est estimée à plus d'1 million de dollars, ce qui équivaut à peu près à près de 10 millions d'euros. Malgré toute cette richesse, Andrew il souhaite pas s'installer dans un quartier huppé, il choisit de rester dans un quartier plutôt ouvrier, précisément à Fall River, pour limiter ses dépenses. Mais ils ont quand même embauché une bonne qui se nomme Bridget Sullivan et qui vit avec eux. Il y a peu d'infos sur les autres personnes à part Lizzie, donc du coup je vais surtout traiter de Lizzie dans cette vidéo et pas des victimes ou autres parce qu'on n'a pas trop d'informations supplémentaires sur eux. Dans sa jeunesse, Lizzie elle participe à de nombreuses actions caricatives. Elle est généralement très appréciée des habitants de Fall River, donc là où elle vit. Ses amis, elle la qualifient de douce et de serviable et affirme qu'elle n'a jamais été impolie ou méchante. Elle anime l'école du dimanche de sa paroisse. Elle est affiliée à la Woman Christian Temperance Union, comme sa sœur aînée du coup Emma. Ça a donc l'air plutôt d'être une femme très engagée, très douce, très ouverte, etc. Malheureusement, Lizzie, elle s'entend pas trop avec son père et sa belle-mère. Elle les qualifie, elle, plutôt de avares et antipathiques. Donc c'est pas des personnes qu'elle trouve très gentilles et donc du coup, il y a beaucoup de disputes. Elle dispute régulièrement avec eux et leur dispute principale, genre le sujet pour lequel ils se disputent le plus, Andrew, leur père, a fait un contrôle financier très fort sur ses filles, c'est-à-dire qu'ils veulent pas, ils contrôlent beaucoup leur argent. Et d'ailleurs, Andrew, il aurait rédigé un testament qui leur priverait de certains biens à ses filles. Donc du coup, Lizzie, ça l'énerve beaucoup parce qu'elle aimerait faire des soirées mondaines avec ses copines, mais vu que son père est très contrôlant sur l'argent, elle ne peut donc pas participer à ces soirées mondaines. Et d'ailleurs, en 1887, Andrew, il offre une maison à la sœur d'Emma et du coup, les filles, elles prennent ça pour du favoritisme parce que lui, il veut pas, à ses propres filles, ils veulent pas qu'elles dépensent de l'argent. Par contre, pour acheter une maison à la sœur de sa femme, là, il n'y a pas de problème. Du coup, elles sont pas très contentes. Là, on va faire un petit bond dans le futur pour parler de quelque chose qui peut être intéressant pour après. Donc en 1992, dans le magazine American Heritage, ce magazine émet l'hypothèse, enfin la personne qui écrit le magazine émet l'hypothèse que les sœurs Borden auraient pu être victimes d'inceste. Parce que les raisons qui donnent à ça, c'est que donc la première femme, donc la mère des filles, Sarah, a été indisponible sexuellement parlant
pendant plusieurs années. Parce qu'elle est tombée enceinte une première fois, mais ensuite elle a perdu son bébé, ensuite elle est tombée enceinte de Lizzie, et après la naissance de Lizzie, elle est tombée très malade, et puis 2 ans après la naissance de Lizzie, elle est morte, ce qui aurait pu la rendre indisponible sexuellement pendant plusieurs années, et donc Andrew, il aurait pu suite à ça se rapprocher de ses filles. Il a d'ailleurs nommé Emma maîtresse de maison, et il coupait les filles du monde extérieur, c'est-à-dire qu'elles voulaient pas que leur famille éloignée leur rende visite, etc. Du coup, vu qu'il les isolait, et donc l'indisponibilité de la mère, ça peut être des critères d'inceste. Donc c'est qu'une hypothèse, c'est pas sûr, on n'a pas de preuve de ça, mais on verra ça plus tard dans le comportement des filles. Si effectivement il y a eu de l'inceste, ça peut jouer sur leur comportement, mais ce ne sont que des hypothèses. Du coup, on va passer directement au meurtre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la veille et le jour du meurtre? Donc déjà, quelques jours avant le meurtre, le père, la belle-mère et la bonne Bridget, ils tombent très très malades. Et donc Abby, la belle-mère, elle est donc persuadée qu'on cherche à les empoisonner. Et donc elle rend visite au médecin de la famille qui se nomme Bowen. Et le médecin de la famille, il diagnostique alors une intoxication alimentaire due au dîner servi la veille. Donc là, on ne sait pas qui a servi le dîner, qui a fait le dîner. Est-ce que c'est peut-être la bonne qui a fait le dîner et peut-être que quelqu'un est venu trifouiller ça? On ne sait pas, on n'a pas plus d'informations dessus. En tout cas, ils sont très malades et elle soupçonne direct qu'on essaye de les empoisonner. Le 3 août, donc la veille du meurtre, Lizzie, elle essaie d'acheter du cyanure d'hydrogène, mais elle n'y parvient pas. Elle va se rendre à la pharmacie, mais le pharmacien ne lui vend pas le cyanure d'hydrogène. Donc le soir même, elle va dire à une de ses amies, qui se nomme Alice Russell, qu'elle se sent déprimée. Elle dit, je cite, « Comme si quelque chose était sur mes épaules et que je ne pouvais pas m'en débarrasser. Et ça vient de temps en temps où que je sois. » Donc on peut déduire cette phrase comme elle se sent vraiment pas bien, elle a quelque chose qui lui pèse sur les épaules en tout cas. Donc le jour du meurtre, on va un petit peu retracer les événements qui se sont passés. Donc Andrew Borden, il prend le petit déjeuner avec sa femme et frère de sa première femme, donc John Morse, donc c'est le frère de Sarah, sa première petite amie, et donc l'oncle de Lizzie et Emma. Et puis puis Andrew, il quitte la maison vers 9h. Laissant donc à la maison Abby, Lizzie, la bonne, et du coup John. Emma, elle n'est pas présente parce que elle est en visite chez des amis. Et du coup, l'oncle, il va aussi quitter la maison dans la matinée, pas longtemps après Andrew. À ce moment-là, donc il reste dans la maison Lizzie, Abby et la bonne. Lizzie, elle va demander à Bridget de nettoyer les fenêtres au rez-de-chaussée et du coup la bonne va s'exécuter et une fois qu'elle a fini son travail, elle va aller se reposer au 3e étage. Andrew, il va rentrer à son domicile vers 10h45. Du coup, il s'allonge sur le canapé pour faire une petite sieste. Et alors là, du coup, Lizzie, elle affirme que quand elle revient dans la pièce, donc une demi-heure plus tard environ, donc à peu près un peu moins de 11h30, elle découvre le corps de son père mort, le crâne brisé par 11 coups d'un instrument coupant. Plus tard, on va découvrir que c'est une hache qui a tué le père. Et du coup, la hache lui a fendu le crâne en deux. Et ça lui a arraché aussi l'œil gauche. Donc sa tête n'est donc plus reconnaissable. Bridget, elle témoigne que donc elle était en train de dormir au 3e étage quand peu après 11h, Lizzie l'a appelée pour lui dire que quelqu'un avait tué son père. Du coup, il va avoir les voisins et le médecin de la famille qui vont arriver très très vite sur les lieux pour s'occuper de Lizzie. Et en attendant, Bridget, elle remonte à l'étage et elle trouve, du coup, en remontant l'étage, elle trouve le corps d'Abby encore plus mutilé que celui de son mari, donc que celui d'Andrew, et elle a été tuée du premier coup. Mais l'assassin, apparemment, il aurait continué à frapper plus de 18 fois son corps avec une hache
et dans le dos. Donc l'enquête aussi montre que sa mort a précédé celle d'Andrew d'environ 1 heure. Donc si Andrew il est mort, il est rentré chez lui à 10h45 et qu'une demi-heure après, Lizzie elle a trouvé son corps, ça veut dire qu'il est mort entre donc 10h45 et à peu près 11h20 et que du coup si Abby est morte 1 heure avant, ça veut dire qu'elle est au moins morte à 9h, 10h, genre 10h, 9h, donc quand Andrew est parti de chez lui. Donc du coup, quelles sont les preuves, quels sont les témoignages, quels sont les suspects de tout ça? Alors du coup, on a trouvé donc une hache et cette hache, elle correspond donc aux coups qui ont été portés sur les 2 corps et en plus elle est retrouvée dans le sous-sol de la maison des Borden. Et il manque d'ailleurs une partie de son manche en bois, donc c'est sûrement la partie qui a été tachée de sang, qui a été retirée. Chaque porte de la maison est vraiment fermée à double tour, ce qui rend presque impossible l'intrusion d'une personne extérieure. Donc, sauf que on sait que John Moores, il est parti de la maison. Donc peut-être qu'il y avait une porte qui était juste ouverte pour lui, ou si elle n'était pas ouverte, ça veut dire qu'elle a demandé à Bridget de l'ouvrir et qu'elle allait refermer par derrière. Ça peut être une possibilité, donc soit la maison était vraiment fermée à double tour partout, soit c'était pas le cas. Du coup ça fait soit que c'est quelqu'un dans la maison ou c'est quelqu'un extérieur à la maison. Il va y avoir du coup plusieurs suspects, il va y avoir un locataire d'une des maisons d'Andrew, il va y avoir un fermier portugais qui était un ancien employé des Borden, donc qui pourrait avoir un double des clés, pareil pour un locataire. Il va y avoir aussi un homme mal habillé vu dans la rue le matin des meurtres. Donc vraiment ils ont pris un gars comme ça qui était mal habillé, ils se sont dit suspect un petit peu. Et apparemment parce qu'il avait un paquet mal emballé dans la main. Les sœurs Borden, elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont proposer une récompense de 5000 $ en échange de toute information, mais malheureusement, il n'y a aucune piste crédible qui se dégage. La police, elle va alors suspecter Lizzie, comme je vous l'ai dit au départ, mais ils vont pas l'arrêter tout de suite. Et les premiers témoignages qu'ils ont, c'est vraiment du coup ceux de Lizzie et Bridget qui étaient présentes, et c'était les seules qui étaient présentes dans la maison à ce moment-là, donc c'est les seuls témoignages qu'on peut avoir d'elles. Mais quand Lizzie elle va témoigner, elle est obligée de témoigner plusieurs fois, d'expliquer plusieurs fois, et dans toutes les versions qu'elle explique, ça va commencer à être contradictoire. Elle va être contradictoire sur ses activités le matin du meurtre tout simplement. Elle affirme d'abord avoir été dans la grange pour y chercher du fer et fabriquer des hameçons, puis ensuite elle dit qu'elle allait manger des poires au même endroit, mais à ce moment-là il faisait très 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 chaud. Du coup les policiers ils affirment que c'est pas très probable que quelqu'un puisse être rendu dans la grange par une si forte chaleur pour faire ce qu'elle doit faire, et du coup, il trouve ça un peu bizarre, mais aussi le fait qu'elle puisse donner des incohérences dans tous ces témoignages, c'est parce que le médecin de la famille lui aurait donné de la morphine pour qu'elle se calme, et du coup c'est pour ça qu'elle peut avoir un petit peu des délires, un petit peu raconter n'importe quoi, parce qu'elle serait sous morphine, et que du coup c'est pour ça que ça serait pas trop cohérent ce qu'elle raconte. C'est donc 2 jours après, le 6 août, qu'on va enterrer les 2 victimes. Donc le maire de Fall River qui va être présent à l'enterrement, il va qualifier Lizzie d'avoir un petit peu un comportement bizarre, et c'est le lendemain que Lizzie elle va brûler une robe qui lui appartenait, et quand on va lui poser la question de pourquoi elle a brûlé cette robe, elle affirme que y avait de la peinture dessus et que du coup la robe était foutue. Mais pendant le procès, les avocats donc qui défendent pas Lizzie vont émettre l'hypothèse que sa robe était donc sûrement tachée de sang et qu'elle voulait s'en débarrasser. C'est vrai que c'est très très suspect, genre de la peinture d'un coup comme ça 2 jours après le meurtre. C'est pas tout, parce qu'elle aurait aussi été vue le jour même du meurtre, en fin de journée, sortir de la maison avec un sac. Apparemment un gros sac, je suppose, parce que sinon on ferait pas la réflexion dessus. Mais il n'y a pas que le maire de Fall River qui trouve Lizzie suspecte. En effet, donc le jour d'enterrement, le beau-frère d'Andrew, soit le frère de Abby, qui s'appelle Hiram Argiton, et il est interviewé le jour même, et il raconte une conversation récente qu'il a eue avec Lizzie. Et donc pour lui, le seul mobile possible que ça soit Lizzie qui tuait son père, c'est celui de l'héritage d'1 million $.
Et il souligne que Lizzie, en plus de ça, elle n'a jamais montré aucune émotion pendant leur conversation. Mais après, il dit qu'il s'en étonne pas particulièrement parce qu'elle n'est jamais trop émotive. Et finalement, c'est le 11 août 1892, soit 7 jours après le meurtre, que Lizzie est arrêtée et elle plaide alors non coupable du double meurtre. Donc il y a un grand jury qui va être implanté dans l'affaire pour aider tout ce petit monde. Et du coup, il va s'occuper de l'affaire du 7 au 2 décembre. Enfin, du 7 novembre au 2 décembre. Et du coup, le juge, il estime que Lizzie, elle n'a pas reçu un accompagnement légal suffisant avant de fournir son premier témoignage. Et du coup, il contient de nombreuses contradictions. Et le fait qu'elle n'ait pas été assez soutenue, il veut pas garder son témoignage parce que du coup il y a trop de contradictions. En plus, elle n'a pas bien été, ça n'a pas trop été légal, donc il veut pas soutenir son témoignage. Et il y avait aussi le témoignage du pharmacien qui disait que t'étais pas obligé d'acheter du cyanure pour forcément tuer quelqu'un, et ils veulent pas non plus retenir ce témoignage là. Du coup, après l'autopsie du corps, ces choses-là, il y a un avocat qui décrit le meurtre comme plutôt pas relevant d'une force masculine, donc pas quelqu'un qui aurait juste utilisé sa force pour tuer quelqu'un, mais de la main d'une personne qui n'était forte que par la haine et le désir de tuer. Donc le fait que la personne ait très envie de tuer, et ça l'a poussé à avoir une force plus. Et c'est vrai que quand on pense que Abby a été tuée du premier coup, mais que la personne s'est acharnée 18 fois supplémentaires de plus sur son corps, c'est sûr que ça relève totalement de la haine. Emma, donc la sœur de Lizzie, elle va aussi être appelée à témoigner pour soit défendre sa sœur ou autre, et du coup c'est ce qu'elle va faire. Elle va dans son témoignage soutenir Lizzie, mais elle va pas non plus l'innocenter, elle va pas non plus dire non mais elle n'aurait jamais fait ça, etc. Et elle fournit pas plus d'informations non plus. Après, elle était pas là. En tout cas, elle manque de conviction et c'est très très vite remarqué. Et elle n'a aussi pas réagi comme on aurait pu l'attendre le jour du meurtre, parce que en fait les deux sœurs, elles ont dû dormir dans la maison familiale, donc là où il y a eu les deux meurtres. Et elles s'en sont pas plaintes et elles ont vraiment dormi, et juste à côté il y avait vraiment les corps de leur père et de leur belle-mère qui étaient allongés dans la cuisine, et elles ont pas rechigné plus que ça. C'est finalement le 9 juin 1893, après 1 heure de délibération, que le jury annonce Lizzie non coupable du meurtre. Et du coup, aucun autre suspect crédible ni identifié, même si on verra après que dans les théories, il y a plusieurs personnes qui peuvent être responsables de ce meurtre. Mais du coup, il y a encore des personnes qui soupçonnent par exemple Emma Borden, son oncle, ou bien encore la bonne Bridget Sullivan. Donc, on en parlera après de toutes les théories des suspects qu'il peut avoir en supplémentaire, mais voilà, en tout cas elle est dite non coupable et l'affaire va être plus ou moins classée parce que on ne trouve pas d'autres gens qui pourraient être responsables de ce meurtre. Et il va aussi avoir des associations féministes qui présentent Lizzie comme la victime innocente, et qu'elle a été incarcérée à cause de policiers incompétents, et qu'elle n'aurait pas pu commettre un crime aussi haineux. Et ses avocats, ils la présentent aussi comme une fille d'une bonne famille, et elle est très bien éduquée, et donc elle ne pourrait pas être coupable d'un acte aussi violent. Moi, de mon avis, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu viens d'une bonne famille et que tu es très bien éduquée que tu ne peux ne pas être responsable d'un meurtre. Genre, justement, si par exemple t'as été toujours très cadré, peut-être qu'à ce moment-là, elle a vrillé, et elle a eu tellement de haine en elle que c'est juste la haine qui l'a poussée à commettre ce crime. Puisqu'on a déclaré Lizzie non coupable, et le motif du meurtre, il n'a jamais pu être confirmé. Donc du coup là, on va avoir plusieurs théories, donc notamment la première théorie de pourquoi on aurait pu tuer le père et la belle-mère, c'est pour celle de l'héritage d'1 million de dollars que les filles ont pu hériter et qu'elles ont coupé en deux, ce qui fait beaucoup d'argent. Mais il y a aussi une autre hypothèse, c'est que Lizzie, elle aurait pu développer un trouble psychiatrique à cause de l'inceste, donc qu'elle aurait pu subir si cela s'est vraiment produit, et que du coup elle aurait voulu se venger d'Abby, parce que Abby, elle aurait été coupable, elle aurait été complice
de l'inceste, parce que ça serait passé encore quand le père d'Andrew était avec Abby, du coup elle l'aurait tué parce que elle est complice, et ce qui expliquerait aussi pourquoi Emma a été complètement indifférente, que elle avait pas plus d'émotions que ça, parce qu'elle aurait aussi, elle était la victime de son père. Et il y aurait aussi une autre théorie, comme quoi en fait son père et sa belle-mère auraient découvert que Lizzie était lesbienne, parce que Lizzie, elle a 10 ans plus tard, donc 10 ans après le meurtre, elle a une relation avec une femme qui s'appelle Nance O'Neill, et du coup peut-être qu'elle aurait entretenu une relation avec une autre femme 10 ans avant, et peut-être même certaines personnes disent que ça pourrait être Bridget, et que du coup c'est pour ça que Bridget déjà de 1 aurait défendu Lizzie, et en gros ses parents ils n'auraient pas du tout accepté le fait qu'elle soit lesbienne, et du coup pour les faire taire, Bridget et elle auraient tué ses parents. Moi c'est vraiment la théorie que je trouve la plus... ça n'a aucun sens. Je pense pas que quand même si tes parents découvrent que t'es lesbienne et qu'ils sont contre, de là à les tuer, c'est peut-être un peu trop quand même. Genre sinon elle a vraiment consommé un truc avant. Je trouve ça un peu gros, mais de tous les cas, dans les 3 théories, pour moi la plus probable, ok, ça peut être l'héritage, parce que c'est vrai qu'elle s'est beaucoup plaint du fait que son père il contrôle vachement l'argent, etc. Il va avoir aussi d'autres théories. Et donc du coup on va avoir plusieurs théories sur différentes personnes. Donc déjà Bridget Sullivan, donc la bonne, elle se serait rebellée après avoir reçu l'ordre de nettoyer les vitres, parce que elle venait de se remettre donc de son intoxication alimentaire quelques jours auparavant, et en plus il faisait très chaud, donc elle n'aurait pas très envie de nettoyer ces vitres là. Et en plus en 1948, elle sur son lit de mort, donc lorsqu'elle va mourir, elle aurait dit à sa sœur qu'elle a modifié son témoignage afin de protéger Lizzie. Donc elle serait peut-être complice du crime. Et c'est vrai que puisque c'est les 2 personnes qui étaient dans la maison à ce moment-là, est-ce qu'elle ne se serait pas entraînée à tout simplement tuer les 2, parce que Lizzie aurait pu envoyer Bridget nettoyer les vitres le temps de qu'elle tue Abby, etc. Sauf que Bridget, n'ayant pas voulu, elle lui a dit bon, maintenant tu nettoies les vitres ou je te tue ou je sais pas quoi. Et du coup, elle aurait été complice du meurtre aussi, et à la fin, elle aurait du coup défendu Lizzie, parce que pareil, quand quelqu'un dit sur son lit de mort que elle a modifié son témoignage pour protéger Lizzie, quand tu meurs, le plus souvent, c'est tu dis tout ce que tu n'as pas dit avant pour partir la conscience tranquille, et du coup c'est pas un truc qu'elle aurait dit au hasard, j'ai dit ça pour protéger Lizzie, donc c'était très bizarre aussi. Ou alors juste Lizzie était tellement présumée coupable que Bridget a été obligée de mentir ou un peu modifier la vérité pour que Lizzie puisse en sortir aussi. Tout le monde va y passer, parce que même John Moores, donc l'oncle des filles, y passe, mais bon, lui on réfute carrément, ce n'est pas possible que ce soit lui. Il y a aussi le docteur, parce que il s'entend pas trop avec les Borden, apparemment. Genre le docteur, plus on fait des recherches sur lui, plus en fait il s'entendrait pas trop avec cette famille-là. Donc ça pourrait être lui aussi. Mais entre l'oncle et le médecin, je trouve que c'est trop éloigné. Donc pour moi, ce n'est pas possible. Et il va aussi avoir David Anthony, qui était un habitant du village et qui voulait simplement épouser Lizzie. Et du coup, il aurait tout simplement assassiné les Borden, parce que ils auraient refusé qu'il se marie avec Lizzie. Et pareil, encore une fois, c'est des personnes, je pense que c'est très peu probable que ce soit elle. Et il y aurait aussi un dernier suspect qui serait un paysan portugais à qui Andrew, il aurait refusé de payer l'intégrité de son salaire, et que du coup, ce mec-là est passé plus tôt dans la semaine pour qu'il puisse le payer. Mais du coup, cette piste, elle est prise au sérieux pendant quelques mois, parce que c'est vrai que ça pourrait être probable que ça soit quelque chose de l'ordre de l'argent. Et surtout qu'ils pensent que Abby a été tuée par un homme de grande taille, et du coup ce gars-là est un homme de grande taille. Alors on sait pas pourquoi ils pensent ça, mais du coup ils l'ont soupçonné pendant plusieurs mois quand même. C'est Arnold Brown qui émet l'hypothèse que Andrew il aurait un fils
caché qui s'appelle Billy William et que du coup il aurait assassiné Andrew et Abby avec la complicité de Lizzie, mais pareil, on n'a pas plus de preuves sur ça. Alors là c'est complètement farfelu, le gars vraiment, on est dans un film, il a un fils caché et du coup le fils il va tuer son père et sa belle-mère. Alors ça c'est vraiment n'importe quoi, je pense que c'est pas possible. D'autres preuves qui pourraient suggérer que ça soit Emma la véritable tueuse, parce qu'elle a un témoignage contradictoire. C'est pour ça que Lizzie aurait complètement un témoignage complètement contradictoire, parce qu'elle aurait voulu protéger sa sœur. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas trop quand Emma est rentrée chez ses amis, etc. Donc, est-ce qu'elle était vraiment chez ses amis? Est-ce qu'elle est rentrée un peu après? Est-ce qu'elle est rentrée au moment du meurtre? On ne sait pas du coup. Qu'est-ce qui se passe en fait au final après tout ça, après le fait que Lizzie était plaidée non coupable, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, elle a hérité de la moitié de la fortune de son père et elle achète donc la villa Malpelcroft et c'est dans un quartier huppé sur les hauteurs de Fall River et elle s'y installe avec Emma. Donc du coup, les deux sortent peu car elles sont mal vues par la communauté de Fall River. D'ailleurs, c'est vrai qu'elles auraient pu déménager tout simplement à cause de toute cette affaire qui a été extrêmement médiatisée. Mais non, elles ont choisi de rester dans le même quartier, juste d'aller dans un milieu un peu plus huppé. Et Lizzie, elle organise quand même de grandes fêtes. En 1897, la réputation de Lizzie se ternit encore plus quand elle est accusée de vol à l'étalage. Elle se fait donc appeler Elizabeth Andrew Borden plutôt que Lizzie, utilisant le nom de son père dans sa vie quotidienne. Lizzie, elle a beaucoup d'argent du coup mis de côté et elle n'hésite pas du tout à le dépenser comme elle ne pouvait pas le faire avant. Ben là, vraiment, vu que son père est mort, on n'a plus rien à lui dire, donc elle n'hésite pas du tout à le dépenser. Et du coup, elle va apparemment rencontrer Honey, qui est donc une fille qui est un peu plus pauvre qu'elle, et apparemment du coup, les deux femmes seraient devenues très proches et auraient même entretenu une relation intime. Et en 1905, après une des fêtes de Lizzie, donc elle organisait souvent, Emma, elle part, donc sans se retourner, elle ne revient plus, et les deux sœurs ne s'adressent plus jamais la parole. Et du coup, on ne sait pas pourquoi Emma est partie comme ça du jour au lendemain sans dire au revoir. Apparemment, on a deux hypothèses. Peut-être que la relation qu'entretenaient Lizzie et Honey, qui sont encore que des suppositions, n'a pas de preuves véritables de leur relation intime. Bah, peut-être que ça aurait choqué Emma, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, bah, ça pouvait être très très mal vu, et peut-être que ça aurait carrément choqué Emma. Ou Emma aurait aussi pu, dans une autre version, découvrir plus d'informations sur le meurtre, et ça l'aurait encore plus choquée. En 1926, Lizzie, elle va tomber très très malade et puis un an plus tard, elle va mourir d'une pneumonie à l'âge de 66 ans. Donc on veut dire qu'elle aura quand même bien vécu. Et il n'y a pas d'annonce officielle de ses funérailles et il y a peu de personnes qui assistent à son enterrement. Et elle lègue 30 000 $ à la Ligue de la protection contre les animaux à Fall River. Elle met aussi 500 $ pour l'entretien de la tombe de son père. Et puis pour le reste de sa fortune, elle va le donner à son ancienne domestique, donc Bridget Sullivan. Et donc Bridget Sullivan va hériter des biens des deux sœurs, donc de Emma et Lizzie. Et elle aussi, elle refuse de raconter plus sur la mort de Andrew et de Abby. Bah, elle n'a pas été classée, ou en tout cas elle a été classée mais sans suite. Donc vous pensez que c'est qui a tué les deux? En vrai, moi, après le comportement de Lizzie, c'est vrai qu'il est assez bizarre parce que le fait qu'après elle hérite de tout cet argent et qu'elle fait enfin ce qu'elle n'a jamais pu faire, c'est comme si elle avait toujours rêvé de faire ça et que bah, pour s'en donner les moyens, elle aurait tué son père, sachant que je crois qu'au moment des faits, elle avait quand même 30 ans ou quelque chose comme ça. Du coup, elle vivait encore chez son père et sa belle-mère, donc ça fait quand même assez vieux pour vivre encore avec eux. Donc sûrement elle a juste voulu, et comme elle disait à sa pote qu'elle avait un petit peu un poids sur ses épaules, peut-être qu'elle aurait bu quelque chose ou consommé quelque chose ou autre, et ça l'aurait fait peut-être un petit peu vriller, et du coup elle aurait tué son père et sa belle-mère sans vraiment trop y réfléchir.
mais parce qu'elle était complètement submergée par ce poids et ce fait elle pouvait pas vraiment faire ce qu'elle voulait. Peut-être que Bridget aurait assisté à ça et par amour pour, euh, pour, euh, pour Lizzie, bah, la couvrir. Peut-être que Emma aussi, parce que peut-être qu'il y avait cette histoire d'inceste, donc les filles auraient pas plus voulu défendre leur père. Il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Et je pense que c'est souvent ça pour les histoires un peu de riches comme ça. Parce que voilà, la bonne, le fait qu'elle dise qu'elle a protégé Lizzie, la sœur qui, au final, après quand elles vivent toutes les deux, se casse sans jamais se retourner. Elle reprend le nom de son père comme un petit peu pour se servir de lui. Et, en tout cas, c'est vraiment une histoire très 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 spéciale. Voilà, bah, j'espère quand même que cette première vidéo True Crime vous aura plu. Et puis bah du coup nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo True Crime sûrement. Je vais essayer de m'améliorer au mieux. Je pense que ça peut être aussi un bon exercice ces vidéos sur le mois pour voir si je m'améliore ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous à tous, bye bye.